un podcast Binge Audio. Elle fait partie des rares personnalités publiques, porte-voix de la ménopause et très active sur les réseaux pour en parler, ce qui nous est précieux, nous qui manquons beaucoup de femmes à qui nous identifier. Vous connaissez Linda Hardy depuis longtemps, parce qu'elle a été Miss France en 1992, qu'elle est ce visage rieur et doux qui apparaît dans de nombreuses séries télé comme H, Demain nous appartient ou encore Mafiosa. Linda, c'est aussi un compte Insta, Ménopause Attitude, où elle donne des conseils pour mieux vivre cette période. Ce mois-ci, elle est à l'affiche d'une nouvelle série Netflix, Super Sex, où elle joue le rôle du mentor d'un célébrissime acteur porno. Tiens, intéressant. Il y a des femmes derrière le destin hors norme de Rocco Siffredi. Entre les cuisses des hommes et des femmes, il y a de la dynamite. Voilà, le ton est donné, et c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Linda Hardy. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir ici à Belleville, dans les studios de Binge Audio. Alors, l'un de vos posts récents sur Instagram a attiré mon attention. On y voit des actrices et des acteurs, Meryl Streep, Robert De Niro, vous-même, avec quelques décennies d'écart. Et vous y faites ce commentaire. Qui n'a pas entendu dire que les femmes vieillissaient moins bien que les hommes ? Combien d'hommes avez-vous entendu dire en parlant d'une femme « Elle a pris cher, elle est sacrément tapée ». À vous voir si pimpante, là, dans le studio, je me dis, c'est pas le genre de réflexion que vous entendez souvent, ça, vous, Linda Hardy. Alors déjà, si elles existent, on va pas les dire en face, en général. Donc personne va me dire, dis non, t'es bien tapé. Mais on ne peut pas savoir, parce qu'en fait, malheureusement, les femmes, quand elles approchent de la cinquantaine, c'est une réflexion qu'on entend souvent. En tout cas, moi, je l'ai entendue régulièrement de la part d'amis hommes. Mmh. Et vous dites... Envers d'autres femmes. On accepte moins nos rides, notre ventre qui s'épaissit. Ce même ventre, dites-vous, qui a pourtant vaillamment porté la vie. Oui, parce qu'en fait, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que on ait la mémoire courte. C'est que les femmes sont sacralisées pendant des années parce qu'elles portent la vie. Et c'est normal qu'on les sacralise aussi pour ça, parce que donner la vie, c'est sacré. Mais à partir du moment où elles ne sont plus... elles ne sont plus aptes à procréer, d'un seul coup, en fait, c'est un peu comme si elles étaient bonnes à mettre au rebut. Donc, je trouve ça un petit peu dommage de passer de l'un à l'autre. Vous dites que vous avez entendu ces commentaires désobligeants de la part d'amis hommes. Est-ce que ça vient pas aussi parfois des femmes et du regard que nous-mêmes nous portons sur notre propre corps, sur le corps des autres femmes de notre âge ? C'est pas toujours très indulgent, ce regard. Vous avez tout à fait raison. J'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances à Noël et j'ai fait une photo de moi en story. Alors, j'ai pas eu le courage de la mettre en post. J'ai toujours été complexée par mes fesses. Okay, j'ai toujours trouvé qu'elles étaient trop grosses, et puis la cellulite, et puis machin, et c'est pas beau, etc. Et puis, j'ai mis cette photo parce que je me suis dit... En fait, la photo de loin, on avait l'impression que c'était chouette. Puis quand j'ai zoomé... pour montrer quelle était vraiment la réalité des choses, pour montrer aussi qu'entre ce que l'on montre sur Instagram et la réalité, il y a une certaine différence. Et j'écrivais à ce sujet-là que c'était quand même très particulier que nous, les femmes, on porte un regard souvent si dur. Oui. Sur notre propre physique. Depuis très jeune, Depuis très jeune, qu'il y a cette espèce d'envie, alors c'est sûrement lié à l'éducation, cette envie de perfection, comme si les femmes, elles sont toujours à se battre évidemment, elles font du mieux qu'elles peuvent, et comme les hommes d'ailleurs, mais cette envie d'être parfaite. Et ça n'est pas possible. Et en fait, on se crée aussi nos propres barrières psychologiques parce que on se voit différente de ce que l'on est réellement. Et ce qui a été incroyable, c'est que quand j'ai fait cette photo et j'ai accompagné ce texte en disant « Apprenons à nous aimer davantage, apprenons à porter un regard un peu plus doux sur la femme les femmes que nous sommes, sachant aussi que nous ne déterminons pas par notre physique uniquement. » Et j'ai un homme qui m'a écrit et qui m'a dit si seulement mon épouse pouvait lire votre message, et je vais lui montrer, parce que elle est toujours à se trouver pas assez ci et pas assez ça, et moi je la trouve
tellement belle et je ne la vois tellement pas comme elle se voit. Il est dévastateur ce regard que l'on pose sur soi-même Oui. dès très jeune. Tout le monde Oui. me le dit en venant ici dans ce podcast. Ouais. Et c'est absolument infernal. Alors, ça change un peu. Vous avez mis vos fesses, en effet. Flavie Flament aussi a mis ses fesses. Oui, Les c'était choses quelques changent jours quand même. après. Je me suis dit, elle est plus courageuse que moi parce qu'elle l'a Vous fait. êtes toutes les deux très courageuses. Mais donc, ça veut dire quand même que ça change un petit peu. Et heureusement qu'il y ait des femmes comme ça, des personnalités publiques qui commencent à faire changer ce regard-là. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est dommage d'être obligé de montrer ses fesses, c'est-à-dire d'aller jusque-là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce que c'est pour c'est pour porter une réflexion en créant une réaction. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire ça avec les réseaux sociaux. Mais après, ça serait... c'est aussi parce que j'avais envie de dire, mais mesdames, regardez, je suis comme vous. Parce que souvent, on essaie d'idéaliser aussi les actrices. Et c'est aussi pour ça que les actrices sont très silencieuses sur le sujet de la ménopause, par exemple. C'est parce que, justement, on est un peu... voilà, on a une image et on a envie de maintenir parce cette que c'est image. Limite, j'ai envie de vous dire, Linda, presque plus impudique encore que de montrer ses fesses, tellement le sujet est tabou. Aujourd'hui, de parler de ménopause. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui s'emparent du sujet. Tout à fait, on est d'accord, parce que voilà. Mais moi, j'ai voulu aller jusque-là et je me suis dit, bon, j'ai envie que les femmes aussi, quand même, soient un peu plus indulgentes avec elles-mêmes. Et c'est très important, ce message-là, c'est vrai. Et c'était aussi un message que je m'envoyais à moi, évidemment. Ouais, un peu de self-love, ça fait pas de mal. Et vous dites aussi, dans ce même post qui m'a frappée sur Instagram, vous dites, à force d'avoir fait croire aux femmes que la ménopause était le début de la fin, on a fini par y croire. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Et puis, je montrais sur cette photo, si j'ai mis un homme et une femme, c'était justement pour montrer... on les voyait jeunes et on les voyait 20 ans, 30 ans plus tard. Mais en réalité, c'était Meryl Streep et Robert De Niro. Robert De Niro ne vieillit pas mieux que Meryl Streep. Enfin, voilà. Et ça, c'était important pour moi de le montrer. Et oui, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une société qui a formaté le regard des hommes et en même temps le regard des femmes, que les femmes, à force d'avoir entendu qu'à partir de 50 ans, elles allaient devenir vieilles, moches, fripées et puis bonnes à grand-chose. Moi, je vois bien, parce que je reçois beaucoup de témoignages sur mes réseaux sociaux, combien de fois j'ai des femmes qui m'ont dit « Ah, mais de toute façon, moi, là, ça y est, je suis ménopausée ». Oui, et donc... Sous-entendu, ça y est, c'est fini. De toute façon, moi, je peux rien faire. J'ai pris 10 kilos, mais je suis ménopausée. Comme si ça devenait en fait une excuse au laisser-aller. Or, la raison pour laquelle j'ai décidé à un moment donné de m'investir sur ce sujet, c'est que j'ai expérimenté moi-même à un moment où je subissais les premiers symptômes de la ménopause. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai moyen d'agir et qu'on n'était pas du tout obligé de subir cela comme une fatalité. C'est parce que je l'ai expérimenté que je me suis dit, mais je ne vais certainement pas laisser les femmes croire qu'à partir de 50 ans, ça y est, c'est le début de la fin. Alors justement, vous venez de fêter vos 50 ans. Oui. Bienvenue au club. Merci, c'est cool. Comment vous avez passé le cap ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir fait une grosse fête ou à avoir passé la journée sous la couette ? Si je vous raconte ce qui s'est passé le jour de mes 50 ans, alors, moi, j'ai vécu, on va dire, physiquement, vous allez comprendre, vous allez rigoler, j'ai vécu au sens propre du terme une dégringolade. C'est-à-dire que j'étais dans la rue, on sortait de dîner avec mon fils et je me suis pris les pieds dans je ne sais quoi. Le jour j'ai même. fait un vol plané le soir de mes 50 ans. Je suis tombée, je me suis explosée au niveau du thorax et du visage. Et j'ai fini la nuit aux urgences. Mince. Donc, et vous avez vu un signe comment vous l'interprétez ? En fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même très, très étrange. Voilà. Donc, j'ai pas fait de grosse fête. J'en ferai peut-être une bientôt, mais je la fasse à 50, à 52, à 53. C'est pas grave. On verra. C'est marrant j'en aurais vraiment ce que envie. vous dites, la dégringolade. Peut-être que
Ah mais non, mais sans faire de la petite comptoir, il y a peut-être quand même je sais pas. Je pense que là-haut, on m'envoyait un signe ce jour-là. J'ai pas encore tout analysé. Mais... Bon, en tout cas, je le redis, hein, vous êtes resplendissante et même merci. Presque un modèle presque difficile à suivre tellement vous incarnez la cinquantaine épanouie. Est-ce que ça, c'est la contrepartie? C'est-à-dire que vous vous autorisez à parler de ménopause sur les réseaux, etc. Mais en revanche, vous continuez à montrer une figure splendide, svelte, etc. Alors, je le fais d'abord pour moi, parce que je ressens en réalité la difficulté de gérer cette période totalement sereinement, parce que les symptômes sont nombreux. J'ai commencé, moi, à avoir mes premiers symptômes, j'avais 45 ans, dont, par exemple, les bouffées de chaleur. Ce qui est un truc que j'ai jamais caché, non plus sur les tournages, par exemple, parce que quand ça vient, et puis que vous êtes toute luisante, à un moment donné, il faut bien donner une explication. Pourtant, c'était tôt, 45 ans. Oui, c'était tôt, mais ma maman a été aussi ménopausée tôt, et en fait, il y a une vraie corrélation entre la ménopause de sa maman et soi-même. Et elle vous en avait parlé, donc vous étiez en Elle quelque m'en sorte avait prévenue. parlé au début quand j'ai eu mes premières bouffées de chaleur. Alors moi, j'ai fait tout un tas d'examens parce que j'arrivais pas psychologiquement à accepter que c'était si tôt. Et donc j'ai fait des examens, j'ai cherché sur internet tout ce qui pouvait amener des bouffées de chaleur. J'ai trouvé des cancers qui apportaient des bouffées de chaleur. Je suis allée faire des examens dans tous les sens, tout allait bien. Et puis à un moment donné, j'en ai parlé aussi à ma maman et elle me disait mais c'est ça. Je disais mais non, c'est pas ça, pas à 45. Elle me dit écoute, oui, c'est ça, c'est la elle me dit t'es sidération, têtue, décidément. C'est la sidération qui nous frappe toutes en fait. On a toute l'impression que ça nous arrive beaucoup plus tôt que ça ne devrait. Bah oui, parce que c'est vrai que quand même, parce que c'est aussi difficile de se dire, ça marque la fin d'une époque. Ça marque la fin aussi de la femme qui peut avoir des enfants. Bien sûr. Et que quand moi j'aurais adoré avoir été, être capable de faire des enfants toute ma vie, si en tout cas ça n'avait pas d'influence sur la santé. Et donc c'est quand même un deuil à faire, c'est certain. Et donc ces symptômes, je les ai eus. Et le seul moyen de les contrecarrer, le mieux que l'on puisse le faire, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie et de s'entretenir physiquement. C'est-à-dire que c'est même plus s'entretenir physiquement, c'est en fait de faire du sport, d'avoir une activité physique régulière, de maintenir le muscle. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Donc ça, tous les médecins le disent encore une fois. Oui. Ouais. Donc en fait, je le fais pas pour une volonté de garder l'image de la Linda d'avant, parce que la Linda d'avant, c'est la Linda d'avant. Et on ne reviendra jamais en arrière. En revanche, je sais que pour pallier à ces différents symptômes et pour contrecarrer de potentielles pathologies futures, ostéo-articulaires, cardiovasculaires, etc., c'est nécessaire d'être en bonne santé. Et ce sont donc les conseils que vous donnez sur votre compte Insta, notamment attitudes, entre autres, oui. Donc fondamental pour vous à ce moment-là, l'exercice et faire attention à son hygiène de vie. C'est ça qui vous paraît essentiel? C'est exactement ça. Alors, je vais vous dire vraiment concrètement ce qui s'est passé et comment j'ai compris que la base, c'était ça. C'est qu'à 45 ans, je me suis retrouvée à participer à cette émission Danse avec les stars. Ouais. Et ça faisait déjà un petit moment que j'avais des bouffées de chaleur. Enfin, non, je devais avoir 46. Donc, ça faisait un an que je subissais ces symptômes de manière très forte, c'est-à-dire au moins une par jour. Je ris parce qu'excusez-moi, mais parce que Véronique Gallo, l'humoriste belge qui est venue ici, elle m'a raconté exactement la même chose. Elle a fait Danse avec les stars en pleine montée de bouffées. Voilà. C'était l'enfer. Elle m'a dit, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. C'est drôle. Alors moi, il y a un parallèle là, c'est marrant. C'est exactement ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais 46 ans, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, quand même 4-5 heures par jour, à cet âge-là, faut pouvoir les assumer. J'ai un ami à moi qui est médecin du sport et je lui ai demandé, on a fait des analyses de sang pour voir si j'avais des manques sur des vitamines, des oligo-éléments, etc. 4-5 heures la par dopamine. Jour, vous dites quoi, 4-5 heures par jour d'entraînement. Il fallait s'entraîner pour danser et je suis restée pendant 3 mois. Ouais. Donc, c'était quand même relativement long. Bon, bref, il m'a boosté en dopamine, il m'a boosté en sérotonine et il m'a donné un certain nombre de choses, plus un rééquilibrage alimentaire. Et en même temps, donc, j'étais évidemment, je faisais ces 4-5 heures d'entraînement physique par jour. En 10 jours, j'avais plus de symptômes. Ouais, plus rien.
Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Là, vous avez fait lien avec l'activité physique, Et le quand sport. le sport et l'alimentation. Et quand j'ai terminé, bon, j'en pouvais plus de faire du sport. Donc je me suis dit, allez, ça y est, on se lâche, on mange n'importe quoi et tout. J'ai repris le sucre et j'ai arrêté l'activité physique. Et 1 mois plus tard, tout revenait comme avant. Donc ce jour-là, j'ai compris que la base, en fait, elle était là. Vous êtes aussi, Linda Hardy, adepte du no make-up. On vous voit souvent sur vos réseaux sociaux sans maquillage. Qu'est-ce que vous avez pensé de Pamela Anderson qui s'est montrée sur les tapis rouges à 60 ans sans maquillage? Vous l'avez vue? Elle était assez incroyable. Oui, je l'ai vue et je trouve ça... je trouve que c'est un beau modèle parce que c'est toujours pareil. On est dans une société où l'image est très importante, où le regard des autres compte, parfois trop. Et c'était au-delà du fait de dire je suis sans maquillage, c'est regardez-moi comment je suis sans maquillage. Ouais. C'est aussi une façon de dire le regard que vous portez sur la femme que je suis aujourd'hui ne m'importe pas. Mm-hmm. Et pourtant, c'est une adepte de la chirurgie esthétique. Alors, c'est quelque chose... Donc, elle a fait un virage à 180 degrés, là. En fait, c'est vrai que je me suis moi-même fait cette réflexion-là. Mais vous savez, on n'est pas dans la vie des gens. La chirurgie esthétique, moi, c'est pas quelque chose qui me parle, mais je peux comprendre que certaines femmes, pour des raisons qui leur sont très personnelles, aient besoin de ça pour se sentir mieux. Ouais. Pour que justement le regard qu'elle porte sur elle-même soit plus doux. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'à son âge, elle a travaillé sur elle, peut-être que maintenant, elle s'est détachée de tous ces diktats et que au contraire, elle va à l'inverse. Et c'est une manière, je pense que c'est vraiment une façon de dire aussi, voilà, ce que vous pensez de moi, ça ne m'intéresse pas. Et l'important, c'est moi, comment je me sens. C'est puissant comme statement à Hollywood. C'est quand même très courageux ce qu'elle a fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et vous, quel regard vous portez sur vous-même alors? Parce qu'on parle beaucoup de regard et de la dureté qu'on peut avoir par rapport à soi. Moi, j'ai aussi plein de moments où j'ai un regard assez difficile parce que j'ai toujours été dans des métiers d'image. C'est-à-dire que j'ai commencé quand même en tant que Miss France, donc on ne pouvait pas faire mieux. J'ai quand même donné la possibilité à des gens de juger... de vous scruter. De me scruter en long, en large et en travers et de dire si je rentrais dans les critères. Donc voilà, je l'ai quand même choisi. Ensuite, j'ai été mannequin chez Elite pendant quasiment dans les années 2000. Et puis après, j'ai commencé à travailler un peu à la télévision et puis très vite bifurquer dans le monde du cinéma et de la télé. Forcément, le regard que l'on pose sur soi ne peut pas être doux à partir du moment où on est sans arrêt exposé à celui des autres. C'est impossible, en fait. Ça colle la pression, quand même. Bah oui, parce qu'en fait, les gens vous jugent en permanence. En plus, aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Donc, les gens sont toujours là à tout scruter. Alors, moi, j'ai de la chance. J'ai quand même une communauté qui est extrêmement bienveillante et gentille vis-à-vis de moi. Et donc, je ne peux pas dire que je subisse beaucoup. Mais, malgré tout, c'est quand même un... Quand vous choisissez des métiers comme ceux-là, c'est difficile de ne pas vouloir être toujours au top. Et ça, c'est pas possible. Donc moi, en fait, je suis passée par la phase, je porte pas du tout de make-up parce que je me sentais bien comme ça. Mm-hmm. Et que sans doute, c'est une étape nécessaire pour dire, mince alors. Mais je suis très bien comme ça aussi. Et puis aujourd'hui, j'en suis un peu revenue. C'est-à-dire que j'oscille un peu entre les deux. Je trouve que c'est aussi important, quand on arrive à un certain âge, de ne pas perdre l'envie de se mettre en valeur. Mm-hmm. Et je pense qu'il ne faut pas le faire pour les autres. Il faut le faire pour soi. Ouais. Le fait d'avoir été Miss il y a 31 ans, donc ça veut dire que toute sa vie, il faut être... Vous pensez que vous avez été programmée pour être dans des canons de beauté? Non, je pense pas. Je
Je pense pas, même si je vais pas mentir. Je pense que quand on a été Miss France, quand on a été mannequin, quand on a représenté une certaine image de la femme, même si heureusement aujourd'hui on s'en éloigne énormément et c'est une bonne chose. 30 ans plus tard, vous diriez que ça a évolué, Miss France, dans le bon sens? Quel regard vous portez aujourd'hui sur les Miss? Oui, ça a évolué dans le bon sens. Moi, je n'aime pas cette polémique qui constitue à dire que c'est rétrograde et que ça n'est plus de notre époque, ce genre de concours. Pour avoir assisté plusieurs fois à l'élection de Miss France, pour avoir discuté souvent avec des jeunes femmes qui se présentaient, elles sont là, elles savent ce qu'elles viennent faire. Elles n'ont pas je vois pas où est le problème, où il y a plus un problème avec l'élection de Miss France quand on voit le nombre d'influenceuses qui se montrent sur toutes les coutures sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il y a un moment, à ce moment-là, il ne faut plus rien faire. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de se montrer en maillot de bain. Bon. À l'élection de Miss France, il faut quand même constater sur la dernière élection que tout ce qui était maillot de bain, par rapport à mon époque, c'était quand même beaucoup plus soft. C'est moins dénudé. Il y a eu quelques années où on voyait bien, on voyait bien leurs fesses. Là, depuis un an, enfin en tout cas l'année dernière, moi j'ai constaté, parce que j'y étais, pour l'hommage à Madame de Fontenay, j'ai trouvé au contraire qu'elles étaient davantage vêtues. Et ça, je trouve ça bien. Alors revenons, Linda Hardy, à cette série de Netflix, Super Sex, où vous jouez un rôle très intéressant, celui de la mentor. D'ailleurs, je me suis aperçue en réfléchissant qu'il n'y a pas de féminin au nom mentor. On ne dit pas mentrice. S'il n'y avait que pour mentor. Donc vous êtes la femme mentor de Rocco Siffredi, donc celle qui l'a découverte. C'est elle qui l'a lancée dans sa carrière de pornstar, c'est ça? Oui, alors en fait, j'ai eu la chance de parler à la vraie Denise. Ah, vous l'avez rencontrée? Alors, je ne l'ai pas rencontrée, mais je lui ai parlé au téléphone. J'ai fait des recherches sur elle. C'est-à-dire que quand j'ai lu ces différentes scènes, je me suis dit, mais il faut que je comprenne qui est cette femme. Ouais. Parce que c'est quand même un peu à l'opposé de ma façon à moi de voir les choses. C'est-à-dire que moi, je suis une femme qui suis libre de plein de points de vue, je pense. Mais là, on est sur le summum de la soif de liberté. Ouais. Donc, cette femme, son vrai nom, c'est Denise Lassène. Elle a été star du porno. Son nom de star du porno, c'était Diane Dubois. Et à l'âge de 40 ans, après avoir été devenue productrice, si mes souvenirs sont bons, de quelques films, elle a créé à Paris les premiers clubs libertins. Okay. Donc le 106, suivi du 41. C'était donc dans les années 80. Je me suis dit, mais qui est cette femme? Quelle force il faut avoir et quelle soif de liberté on a dans sa tête et quelle ouverture d'esprit on a pour, dans les années 80, alors c'est vrai que tout était plus libre presque qu'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir envie de créer ce genre de club, etc. Qu'est-ce qui s'y passe? Et donc je l'ai contactée et j'ai essayé de comprendre qui était cette femme. C'était incroyable parce qu'en fait, elle avait une voix toute douce. Quand je l'avais au téléphone, j'arrivais pas à imaginer le personnage, la force du personnage, enfin de ce qu'il faut en tant que femme, parce qu'elle tenait le 106 puis le 41. C'était vraiment... c'était une femme forte. Et en même temps, dans sa voix, on entendait toute la féminité, toute la douceur, etc. Donc on a beaucoup parlé ensemble de son rapport à cette liberté. Et elle m'a raconté, donc, parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin... c'est vous qui avez... Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Rocco Siffredi? Elle m'a expliqué comment ils se sont rencontrés. Et un jour, il est arrivé dans l'un de ses clubs avec deux amis. Et il venait d'arriver à Paris. Il avait une petite vingtaine d'années. Et la réalité, c'est que... alors ça, c'est pas dans le film. La réalité, c'est qu'il est allé la voir en fin de soirée
après avoir passé quelques bons moments, il est allé la voir pour lui dire qu'en fait, il venait d'arriver à Paris et qu'il cherchait du travail et qu'il se sentait très bien dans ce lieu et qu'il aimerait bien travailler chez elle. Alors, il lui a dit, est-ce que, je sais pas, vous auriez une place pour moi au vestiaire, au bar? Elle lui a dit, mais écoutez, pas du tout. Je suis vraiment désolée, mais voilà, tous ces postes sont pris. J'ai rien à vous offrir ici chez moi. En revanche, vu les performances que j'ai vues ce soir, je pense que vous avez un avenir ailleurs. Donc c'est elle qui l'a orientée sur et donc il lui a dit, du porno. Voilà, il paraît qu'il lui a dit, mais écoutez, mais moi je connais personne. Elle lui a répondu, mais moi je connais tout le monde. Ici, chacun fait ce qu'il a envie. Je n'avais jamais été aussi libre et heureux. Regarde cette belle gueule d'ange. Bienvenue chez nous. On leur donne plus que du sexe, Rocco. On leur vend du rêve. Comment on vous a présenté ce film? Est-ce qu'on vous a dit que ce serait sulfureux? Est-ce qu'on vous a dit t'inquiète pas, le rôle des femmes, les femmes sont bien servies en termes de rôle, c'est respectueux, etc. Comment on vous a présenté la chose? Très honnêtement, on m'a pas parlé de ça. J'ai pas posé la question de savoir comment les femmes seraient servies. On est sur un film qui se passe dans les années 80. Non, mais vous connaissez la réputation de Rocco Siffredi. Oui, de toute façon, c'est quelqu'un, par exemple, qui a culbuté une journaliste sur un plateau de télé français. Enfin, voilà, il a cette réputation-là très sulfureuse. Mais de toute façon, c'est le personnage. On parle de quelqu'un qui a existé dans les années 80. Moi, j'ai accepté ce rôle parce que j'ai trouvé cette femme absolument fascinante par, justement... cette soif qu'elle avait de liberté. À un moment donné, d'ailleurs, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Elle m'a dit, ça a toujours été la liberté. La liberté de faire ce que j'avais envie de faire, la liberté de faire de mon corps ce que je souhaite. Et moi, je me suis dit, c'est un message qui est très fort. Et j'ai eu envie de montrer aussi qu'une femme de cet âge-là peut être belle, peut être hyper désirable, peut être très libérée sexuellement. Oui, ça vous a plu de jouer à 50 ans une bombe sexuelle? Non, pas une bombe sexuelle. Non, mais ça se comprend. Non, ça m'a plu de jouer le rôle d'une femme qui ne se met pas de barrière. Ça m'a plu de jouer le rôle d'une femme qui est sexuellement libérée. Parce que les femmes à 50 ans, elles sont beaucoup plus libérées et sexuellement, c'est beaucoup mieux qu'à 20. Ouais. Et alors qu'on essaie de dire qu'elles sont qu'à partir de ce moment-là, on le disait tout à l'heure, c'est le début de la fin. Moi, j'ai envie de montrer, de dire que voilà ce que c'est qu'une femme de 50 ans. En l'occurrence, le rôle en a 40, mais moi, j'en ai 50. Ouais. Elle avait 40 ans quand elle a découvert Rocco Siffredi. Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est aussi l'occasion de rétablir un petit peu les choses au nom des femmes. Et je trouve que c'est important de montrer qu'on peut avoir cet âge-là. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, habituellement, on aurait fait jouer le rôle d'une femme de 40 par une femme de 30, par une comédienne de 30. Donc c'est génial que ce soit à l'inverse, cette fois-ci. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, Denise, elle avait 40, 41, 42. Je pense qu'il n'y avait jamais eu aucune volonté de la part de la production de prendre quelqu'un qui était plus jeune. Donc, et puis ça n'aurait pas fonctionné avec Alessandro Borghi, qui est le personnage principal, qui joue Rocco, qui en plus est absolument incroyable, mais un immense acteur. Et il se trouve que cette série, elle retrace aussi la vie et le destin d'un homme qui est complètement hors du commun. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui aurait eu envie de vivre la vie qu'il a vécue. Et ça, c'est bien aussi. Cette série, c'est pas forcément que de montrer du sexe, de vendre cet aspect du personnage. C'est plus de se dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe derrière, quelle est aussi la noirceur qu'il y a derrière le personnage. Comment est-ce que on arrive à choisir ce destin-là? De toute façon, c'est pas un biopic fidèle, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, c'est inspiré de la vie de Rocco. Donc heureusement que tout n'est pas... On garde, ce qui est intéressant, c'est normal.
Et alors, je ne sais pas si vous avez écouté les épisodes précédents, mais Lise Thiebaud, qui est autrice, parlait d'une forme de crédibilité, elle trouve, qui vient avec l'âge et qui compense une forme de perte de désirabilité. Vous, c'est pas votre point de vue. Et peut-être que ce rôle dans Super Sexe, justement, c'est une façon de dire, regardez. C'est exactement ça. Super sexe, moi-même. C'est exact. Non, mais c'était aussi ça, c'est de dire, regardez comme les femmes, elles peuvent être désirables. Et en plus, je suis pas totalement, je suis pas totalement dénudée. Vous verrez, et comme quoi il y a pas, et ça n'est pas lié non plus forcément à ce que l'on montre. C'est la différence entre le sexe pornographique et le sexe aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en voir des tonnes. Pour que ça soit hyper sensuel et hyper désirable. Que dirait, on arrive à la fin de cet épisode, Linda Hardy, que dirait la Linda d'aujourd'hui à la petite Linda quand elle est devenue Miss ? Elle dirait, ce que tu as fait, c'est super. Il y a encore beaucoup de chemin. Je suis avec toi. Et confiance en toi. Ouais, je pense. Merci beaucoup, Linda Hardy. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté Chaud Dedans. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les épisodes dès qu'ils sortent. Il y a aussi une page Instagram dédiée. Je vous y attends pour vos questions et vos témoignages. Cet épisode était coproduit par Binge Audio, à la réalisation Paul Berthiaud, à la production Lorraine Bess. À dans 2 semaines.